apparaissait comme étant opposé à une intervention des Algériens. L'homme de la rue, l'homme qui réagit, aurait tendance à dire il vaut mieux la solution Balladur que la solution Chirac, parce que nous sommes ultranationalistes dans notre pays. Et bien c'est la solution Balladur qui était le piège, qui était tendu aux Algériens. Qui veut dire quoi? Qui veut dire la chose suivante, que s'il y avait une casse, les Français se disent ce n'est pas nous. Ça s'est passé à Alger, les services algériens sont responsables. C'est la responsabilité des services algériens, ils sont nuls, ils ne savent rien faire, et c'est eux qui, s'il y a eu des morts, c'est eux qui endossent la responsabilité. Ça, c'est la première lecture. Deuxième lecture importante. Et là, ça devient très sérieux avec l'émission que j'ai vue. Quel était l'enjeu des luttes entre les deux courants de la droite? Mitterrand leur avait laissé un héritage explosif. Empoisonné. Explosif. Parce que le poison, ça agit lentement. Là, c'est vraiment la bombe à retardement. C'est vraiment le truc de conflagration totale. Et c'est l'affaire Elf Total. L'affaire Elf Total, c'est quoi? Balladur, quand il arrive, en 80, je crois que c'était en 92 ou 93. 93. Quand Balladur arrive et qu'il devient chef du gouvernement, Premier ministre, je veux dire, au nom de la majorité, il exprime donc le point de vue de la droite française dans son ensemble. Il est ultralibéral, pro-américain. Donc, un type qui est pour les privatisations. Et il veut privatiser un certain nombre d'entreprises, dont la société de pétrole Elf. La société de pétrole Elf, d'après cette émission que j'ai vue, c'est la plaque tournante des services secrets français dans le golfe de Guinée. C'est elle qui alimente pratiquement tous les services secrets français sur le continent africain, et tout particulièrement en Afrique et dans le golfe de Guinée. On pense qu'il n'y a pas de lien avec l'Algérie. Si, j'y arrive, doucement. Donc, cette affaire de Elf et la privatisation de Elf, ça veut dire qu'on casse l'entreprise Elf et on monte l'entreprise privée de pétrole en France, c'est Total. Total qui devient multinationale, puissante et privée. On favorise le secteur privé et le secteur des multinationales, au détriment du secteur stratégique national. Ça, c'est déjà une ligne de fracture. La deuxième ligne de fracture, c'est que, et là, voilà l'explication qui a été donnée m'a décoiffé, je suis resté sans voix. Quand éclate l'affaire Elf, elle éclate parce que, quand Balladur arrive, la première des choses qu'il demande à Mitterrand, il lui dit de relever de ses fonctions le directeur général d'Elf, qui était un homme à Mitterrand, et qui était un homme qui travaillait avec avec Focard. Donc, et il lui demande donc de l'enlever, et Mitterrand ne se fait pas dire les choses deux fois. Il lui refile le bébé. L'homme qui va prendre l'affaire en main, va prendre Elf, va se retrouver pas seulement face à un problème de gestion de l'entreprise de pétrole dans le golfe de Guinée, il va se retrouver face à des chefs d'État africains intéressés par ce qui se passe en France, par les alternances qui se passent en France, par donc la nouvelle montée de cette nouvelle équipe qui n'est pas chiracienne, qui n'est pas gaulliste orthodoxe, mais qui probablement va ouvrir le champ à une nouvelle droite, plus américaniste, plus portée vers les consortiums internationaux plutôt que vers des économies de type souverainiste. Et là, ce qui m'a en plus vraiment ébahi, c'est un personnage africain qui devient un homme de premier plan. Et ce personnage s'appelle Omar Bongo. Le Gabon. Le Gabon.
Et ce Omar Bongo, il a été interviewé plusieurs fois, il a été montré plusieurs fois. Le richissime président propriétaire de combien de biens en France? Omar Bongo, qui est un peu au début flatté par les socialistes qui le bichonnent, mais sur la fin de l'époque Mitterrand, il se fait un peu houspiller. Il comprend que la crise est profonde et que le déplacement du pouvoir étatique de la gauche vers la droite ne va pas être facile. Et il comprend aussi que les gaullistes sont en perte de vitesse. Et que par conséquent, le monde du pétrole va de plus en plus être géré par les multinationales et par le secteur privé français avec la compagnie Total. Qu'est-ce qu'il fait? Il téléphone à Chirac, à Balladur. Il téléphone à Balladur et il lui dit voilà, vous allez faire entrer dans le gouvernement, écoutez bien, Jean-François Copé, Fillon, Sarkozy. C'est-à-dire le trio qui gouverne actuellement. Aujourd'hui. Il lui dit, vous les mettez dans le gouvernement. Et ce qui fait que Omar Bongo va gouverner la France à partir du Gabon, va décider de la composition des gouvernements français de 1994 jusqu'à 1982. 92, pardon. Non, de 94 à 2002. 94 à 2002, pardon. C'est ça. La victoire de Chirac sur Le Pen, qui a changé les donnes. Mais on en parlera plus tard. Donc Omar Bongo ne s'arrête pas là. C'est-à-dire si Omar Bongo décide, c'est parce qu'il y a des réseaux de corruption. Bien sûr. Il y a des affaires, il y a des intérêts énormes de ces élites françaises. Omar Bongo, qui est loin d'être un abruti, même si c'est ce qu'on peut dire. C'est un dictateur. Mais dans le coup, les autres chefs d'État africains, en leur disant, c'est le moment ou jamais de faire une pression sur la France parce qu'elle est fragilisée. Ce qui a fait dire à certains types de droite, et en tout cas à l'extrême droite, la France est colonisée par l'Afrique. Parce que les gouvernements se faisaient et se défaisaient dans le palais présidentiel d'Omar Bongo. Je regrette beaucoup, j'espère que beaucoup de mes compatriotes ont vu cette émission. Et s'il est possible de la voir, je crois qu'elle mérite vraiment une attention. Et si on peut la voir, je te demanderai de la repasser sur Respublicain. Parce qu'elle est extrêmement éducative et extrêmement pédagogique. Donc à partir de là, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Fragilisation de la France avec une grave crise au sein de l'équipe dirigeante et le groupe qui va monter, le groupe qui va prendre le pouvoir avec Balladur, c'est le groupe des Levantins et des Français d'obédience pro-américaine, qui n'ont plus d'attache avec le gaullisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des gens qui arrivent avec une nouvelle culture politique. Ils n'ont plus de complexe vis-à-vis de l'Algérie. Ils disent, nous ne sommes pas concernés par la guerre d'Algérie. C'est ce que dit Sarkozy. Et moi, quand la guerre d'Algérie s'est déclenchée, j'étais un enfant. Donc je n'ai pas endossé l'héritage du gaullisme. Ça, c'est l'héritage du gaullisme. Et nous sommes en train aujourd'hui de gérer l'héritage du gaullisme dans le conflit avec la France alors qu'on est à côté de la plaque. Alors qu'il y a une autre équipe qui a un danger plus grand. Oui. Bien sûr. Or, cette alliance qui se profile dès 1994 entre la France américanisée ou de plus en plus prise dans le giron américain redistribue les cartes. Elle les redistribue tant et si bien que les services algériens, je pense, même si tu en as une idée tout à fait légitime à tes yeux et légitime aux yeux de beaucoup de nos compatriotes, tu as dit qu'ils étaient, bon je ne reviens pas sur ce que tu as dit, qu'ils étaient incapables, ils étaient, etc., etc.
Je crois moi, je vois les résultats. Non, mais moi, je ne théorise pas. C'est-à-dire, tu juges sur pièce, c'est parfait. Je ne théorise pas sur des choses qui ont des répercussions concrètes et directes. Moi, je pense que, et c'est peut-être aussi l'occasion de rendre justice à cette aile des services algériens que j'ai qualifiée d'aile élitaire, la DRE. C'est-à-dire celle qui s'occupe de l'espionnage et du contre-espionnage. Parce que c'est son travail, ce n'est pas le travail du DRS. Je pense qu'ils ont pu percer le secret réel de la crise politique française. Ils ont compris la crise politique française. Et ils l'ont tant et si bien compris qu'ils ont compris que l'affaire du détournement d'avion était montée de toutes pièces pour déstabiliser le chef du gouvernement français qui s'appelle Édouard Balladur. D'accord. Montée de toutes pièces. D'aucuns vous diront, c'est une thèse, hypothèse, d'aucuns vous diront que quelque part, le silence côté algérien signifie que du côté algérien, particulièrement des décideurs, il y avait institutionnellement ou individuellement, ou à travers un groupuscule ou une nébuleuse quelconque, il y avait une certaine complicité. J'y arrive. Ça, c'est important. Est-ce que c'est une affaire franco-française seulement, ou est-ce que c'est une affaire franco-française, mais franco-algérienne à travers les réseaux et les services? Non. Je continue. Je maintiens de dire que c'est une affaire franco-française. Mais que des partis algériens se sont impliqués dedans, c'est indiscutable. À ce moment-là, qui avait intérêt à s'impliquer dans une affaire franco-française? Qui? Parmi les Algériens. Par parti, tu veux dire quoi? C'est-à-dire des milieux d'affaires ou des milieux de décideurs concernés et attentifs aux turbulences de la politique française. Donc quel objectif? Est-ce que c'est des objectifs pour défendre les intérêts algériens, ou bien c'est des objectifs pour défendre leurs propres intérêts? Parce qu'on a vu plus tard les répercussions, des répercussions très graves sur l'Algérie en termes économiques, en termes de logistique, en termes d'isolement diplomatique, etc. Donc il y a une répercussion dangereuse. On est d'accord, d'accord, vas-y. Laisse-moi finir pour que je ne perde pas le fil de mes idées. Alors, ces milieux d'affaires ou ces milieux interlopes algériens, la partie apparente de l'iceberg dans la crise de 1994, dans l'affaire du détournement d'avion, ont été apparents comment? Ont été apparents à travers la PAF et les douanes. Ce sont deux institutions de l'État algérien qui ont impliqué en plus une troisième institution dépendant directement du ministère de l'Intérieur qui s'appelle le GIS. C'est lui qui a eu à gérer la crise sur l'aéroport d'Alger. D'accord? Donc, trois organismes dont un est pratiquement lié à la gestion des relations économiques algériennes, c'est les douanes, qui est une institution extrêmement sensible, et deux organismes qui sont les organismes du ministère de l'Intérieur, la police des airs et des frontières, et les groupes d'intervention spécialisés du GIS. Les complicités, il y a eu des complicités, puisque je crois qu'il y a eu un commandant de la PAF qui a été relevé de ses fonctions dans cette histoire. Les complicités sont liées donc à des structures liées directement au ministère de l'Intérieur. La grande question que n'importe qui est en droit de se poser, est-ce que le ministre de l'Intérieur, qui s'appelle Mziane Cherif, qui vient à peine de rendre le tablier du consulat général algérien à Paris, après tant et tant d'années, depuis, c'est ça? Depuis cette époque, depuis 1994. Est-ce que Mziane Cherif était dans le coup? Difficile à savoir, extrêmement difficile à savoir. Mziane Cherif, c'est connu, c'est un ancien condamné à mort. C'est ça. Donc, on peut
lui accorder crédit on peut lui accorder un crédit d'honnêteté par rapport à ça. Disons, il est impensable qu'un ancien condamné à mort épouse les querelles de la société française ou de la politique française. Mais dans le magma du ministère de l'Intérieur, il y a probablement des problèmes très sérieux. Pourquoi? Parce que, avant Mziane Cherif, qui était le ministre de l'Intérieur? Un certain Arabi Belkheir. C'est ça. On a le doute plus. Les intérêts qui lient l'Arabi Belkheir à la France, c'est un secret de polichinelle. C'est ça. Tout le monde le sait. Et par conséquent, il est possible que des décideurs, des directeurs centraux de la police aient conservé leur poste alors qu'ils avaient été mis par Belkheir, ils aient conservé leur poste du temps de Cherif Mziane, qui n'a pas eu probablement le temps de les relever ou de raison de les relever. Peut-être qu'ils sont compétents malgré tout. C'est possible. Nous sommes dans les supputations, c'est vrai. Toujours est-il que, à l'époque de l'Arabi Belkheir et de la vie même de Charles Pasqua, les relations de la DST française et de la DST algérienne, parce qu'elle existe, sont excellentes. Il y a une DST algérienne. Et Pasqua, très souvent, a dit « Nos relations sont excellentes ». Mais il ne définit pas quel type de relation. Est-ce que c'est des relations d'État à État ou de personne à personne? Ou de réseau à réseau? Avec Charles Pasqua, il faut mettre le tout. Il faut mettre le tout. C'est un homme d'action, Charles Pasqua. Effectivement. Ça.